Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cosy FM, le 106.9 et sur KTV pour ce temps de parole avec le maître de conférence en droit public. C'est le deuxième temps de parole, pour ceux qui nous regardent en différé. C'est Thomas Msaïdié qui est avec nous sur le plateau, Samuel. Oui, nous poursuivons avec Thomas Msaïdié, c'est un vrai plaisir. Moi j'ai une question aujourd'hui. Elle me tarabuste depuis un petit bout de temps. Vous avez évoqué dans vos analyses la danse du string. C'est pas franchement juridique, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez cette expression. Non, en réalité, cette expression, c'est la traduction des Nagasma. Il faut dire que, je vous ai dit, les autorités comoriennes occupent de manière totalement injuste l'espace médiatique en polluant cet espace de plusieurs informations incorrecte, erronée, et l'expression danse du string renvoie surtout à leur agitation à l'ONU. Chaque fois qu'il y a une assemblée générale, une session, cette question est évoquée. Même récemment, je pense que c'était le 19 septembre, les autorités comoriennes ont évoqué la question. Si j'ai eu recours à cette expression un peu décalée, inhabituelle, d'abord, j'espère qu'on va pas m'en tenir rigueur, parce que c'est vrai que ça ne fait pas partie de mes habitudes. C'était surtout pour montrer le ridicule, puisque cette question n'a aucune portée en dehors du territoire de l'Union des Comores. Je vous dis, 29 ans de vie commune. Parfois, on a l'impression, quand il s'exprime, que ça fait 2 siècles que Mayotte et les Comores ont connu une administration commune, alors que absolument pas, ce n'est pas le cas. Et à l'extérieur du territoire de Comores, je vous dis, la question perd toute sa portée, surtout désormais que Mayotte fait partie de l'Union européenne en qualité de région ultrapériphérique. Ça veut dire quoi d'un point de vue juridique? Ça veut dire que la population mahoraise sont des Européens. Ça veut dire que le territoire de Mayotte, c'est un territoire européen. Autrement dit, nous sommes soumis au champ d'application territorial, mais également personnel du droit de l'Union. Et l'Europe n'aurait jamais, mais jamais admis qu'un territoire qui relève d'une souveraineté partagée à la fois par un État membre et d'autre part par un État tiers, puisse intégrer le champ d'application territorial du droit de l'Union. Donc ça n'a aucun sens, ça n'a aucune portée. C'est vrai que dans les années 70, il y avait des voix discordantes qui pouvaient se faire entendre, mais désormais le soutien de l'Europe sur cette question est total. Il faudrait quand même que l'Union de Comores en tire les conséquences qui s'imposent et passe à autre chose ou adopte une démarche différente que celle actuellement adoptée. Et pourquoi il continue alors? Excusez-moi ça. Pourquoi il continue justement? C'est parce que pourquoi il continue? C'est un peu comme les présidents français, quand ils viennent à Mayotte, ils essayent toujours de glisser le mot département parce que c'est un mot fédérateur. Le mot Mayotte aux Comores emporte des effets fédérateurs, mais aussi des effets anesthésiants. On oublie tout d'un coup toutes les difficultés auxquelles l'État est confronté. Ça peut être des problèmes dramatiques incroyables. On s'en préoccupe pas. Il faut faire front commun, tous défendre Mayotte. Alors, c'est un argument qui consiste surtout à haranguer la population, notamment à l'approche des élections présidentielles. Celui qui ne met pas dans son programme l'intégration de Mayotte aux Comores, il est sûr de ne pas remporter les élections. Donc, je pense que pendant encore des siècles, nos enfants, nos petits-enfants vont encore entendre parler de cela. Mais rassurez-vous, si je peux rassurer les Mahorais, c'est une question qui est seulement importante à l'intérieur de l'Union des Comores, parce qu'à l'extérieur, la question n'a aucune portée, d'autant plus que l'appartenance de Mayotte a été définitivement verrouillée par l'article 53. C'est la question que je voulais vous dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de contentieux Comores, France au sein de l'ONU. C'est réglé juridiquement. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Au début, quand la résolution 34-1, lorsqu'elle condamnait la France, le ton qui était employé était totalement comminatoire. On condamne énergiquement. Et après cela, il y a eu un changement radical de ton, un ton exhortatif, ou voire des prières. En maori, ça voudrait dire en réalité, ça veut dire que l'ONU en a assez de cette question, en a assez que l'Union des Comores l'évoque et priez. Vous savez bien ce que ça veut dire. Prie la France de régler cette question de manière satisfaisante afin de faire taire les querulances des autorités comoriennes. Ils sont vraiment portés à la revendication. C'est un problème qui est surtout psychologique. Donc, je pense que ça ne relève d'abord pas du tout du domaine de droit. Et le domaine politique, on n'est pas certain de pouvoir le régler. C'est plutôt un problème psychologique. Et vous le savez, quand quelqu'un s'est créé un monde avec le meilleur partenaire qu'il y a, il est très difficile de lui faire
revenir sur Terre et de lui dire que la réalité elle est différente. Et je pense que c'est surtout cela. Et j'en ai pas la capacité du tout. Oui, mais il y a quand même des discours qui affaiblissent justement cet argument ou cette bataille avec les Comores. C'est par exemple Saïd Hamada, qu'on va recevoir la semaine prochaine sur ce plateau, qui parle d'un département mangrove. C'est-à-dire que si on n'a pas un département de droit commun, ça veut dire en même temps qu'on ouvre la brèche pour les Comores. C'était ma question, ça, Samuel. Tant pis pour vous. Alors, si vous parlez de ce monsieur que je connais désormais, puisque j'ai eu affaire à lui dans une chaîne concurrente, que je ne citerai pas, qui avait mangrovisé le débat, entre guillemets. En fait, c'est un monsieur qui est l'incarnation du traumatisme créé par le mot département. Je vous dis, le mot département a créé un traumatisme insoupçonnable au sein de la population de Mayotte, mais aussi au sein de l'outre-mer de manière générale, parce que c'est un mot qui est rassurant. Tout le monde a besoin d'entendre parler de département, alors qu'en réalité, ce qui est rassurant, c'est de savoir que Mayotte est inscrite dans la Constitution, mais surtout qu'il y a des articles qui verrouille cette appartenance de manière définitive, de sorte que Mayotte ne peut cesser d'appartenir à la France sans la révision de la Constitution éventuellement, mais surtout sans le consentement de la population. Alors le monsieur parle de département mangrove. Il a surtout insisté sur le fait qu'il s'agit d'une collectivité et non une collectivité territoriale. J'ai passé mon temps à lui expliquer que l'article 72 énumère limitativement toutes les collectivités territoriales et celles situées à l'outre-mer sont régies par les articles 73 pour les collectivités départementalisées, entre guillemets, et les autres, les collectivités d'outre-mer, les COM, sont régies par l'article 74. Et Mayotte constitue bel et bien une collectivité unique, un nom et un département, parce que le département, je l'ai dit, c'est une appellation. Et d'ailleurs, cette appellation est un peu maladroite parce que même les autorités centrales qui sont à l'origine de cette bêtise, de cette bizarrerie, considèrent que Mayotte est seulement un département. Le volet régional est totalement ignoré. Vous n'avez qu'à vous renseigner au conseil départemental, ils ne perçoivent aucune dotation leur permettant d'exercer leurs compétences régionales. 804 000 euros en 2016, oui. Mais 2017, pardon. Et sur le PLF 2018, qu'avoue. Voilà, rien. Ça a disparu. Rien, voilà. Parce que tout le monde considère que c'est à tort que c'est un département. Alors, je rassure tous les Mahorais, le plus important, c'est que Mayotte est soumis à l'article 73. Le régime juridique auquel Mayotte est soumis, c'est le plus important. Il n'y a quasiment plus de départements d'outre-mer. Il n'y a que 2 départements, la Réunion et la Guadeloupe. Et encore, ces 2 territoires sont différents parce que la Réunion n'a pas souhaité être soumise par le processus d'habilitation prévu par l'article 73. Et les autres territoires, les 3 territoires qui restent, il y a la Martinique, la Guyane et Mayotte. Les 3 territoires sont totalement en part. Mayotte, territoire entièrement à part, qui est aligné sur le régime de droit commun français. Et les autres collectivités, Martinique et Guadeloupe, là aussi sont totalement différentes. Donc il y a une hétérogénéité des collectivités régies par l'article 73 qui, au début, initialement, entendait constituer une unité. Je ne veux pas vous emmener sur un terrain politique parce que ce n'est pas votre domaine et vous n'êtes absolument pas de cet horizon-là. Mais tout de même, est-ce que le différend qui existe entre la France et les Comores sur le sujet de Mayotte ne doit pas passer par un volet économique ? Je m'explique. Peut-être en intégrant la commission Océan Indien, une institution régionale où Mayotte serait reconnue en tant que française par le bassin dans son entier. Alors, je l'ai dit, je le dis ouvertement avec les risques qui en découlent. Alors, c'est vrai que les autorités des Comores ont leur part de responsabilité, mais le coupable ici, c'est surtout l'autorité française. Vous imaginez, c'est le principal contributeur, l'Union européenne également, que l'Europe contribue, une organisation qui a pour vocation de promouvoir la coopération régionale. Un territoire européen ne peut même pas intégrer cela. C'est une aberration incroyable. Il appartient seulement à la France de s'imposer. Parfois, il faut se montrer un peu autoritaire quand la partie adverse ne veut pas entendre raison, parce qu'en réalité, l'Union de Comores fait bloc et aussi empêche Mayotte d'intégrer tout organisme régional, ce qui est totalement maladroit, je dirais même incongru, d'autant plus que l'Union européenne injecte une enveloppe de 12 millions qui est réservée à la coopération régionale. Si seulement les Comoriens étaient conscients de cela, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Vous imaginez, on parle désormais de quassa sanitaire, alors qu'il suffirait qu'il y ait une coopération régionale pour que les malades soient transportés à Mayotte dans des conditions dignes. Ils ne s'en rendent absolument pas compte. De toute façon, ce n'est pas des questions qui les préoccupent. Pour eux, il suffit juste de brandir Mayotte et français et comorienne.
Ça leur suffit amplement. Les autres préoccupations qui sont beaucoup plus sérieuses, qui ont un impact direct sur la population, ils en ont cure. La fameuse danse du string. Justement, je ne veux pas vous amener sur un terrain politique non plus, mais on vient de vivre une semaine assez terrible. Vous dites que dans ce qui se passe, dans ce dont on vient évoquer, le fautif, c'est quand même un peu la France. On a quand même une démarche diplomatique qui me semble, moi, très étrange avec les Comores, jusqu'à voir l'ambassade de France qui publie la photo de cette feuille de route et qui nous met dans... Alors, juridiquement, c'est bâché, mais on a quand même l'impression qu'au niveau de l'État français, diplomatiquement, c'est pas si bâché que ça. Alors, moi, j'ai dit, la diplomatie française n'est pas totalement diplomate, notamment vis-à-vis des Maoris. Alors, le problème avec cette feuille de route, alors, moi, je conteste pas le contenu parce que je n'ai pas encore pris connaissance du contenu, j'espère pouvoir le faire dans la journée. C'est surtout la méthode qui a été employée par l'État français. C'est une méthode totalement dédaigneuse, totalement maladroite, que de vouloir engager l'avenir de toute une population sans en référer aux autorités susceptibles de transmettre l'information. Ni les députés, ni les sénateurs n'ont été associés à cette soi-disant feuille de route. C'est une démarche totalement inhabituelle et maladroite. Et quand vous voyez les autorités centrales regretter cette démarche, je pense que c'est vraiment du mépris. J'aurais été à leur place, en toute honnêteté, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté les négociations sans qu'on me donne la garantie que la feuille de route va être retirée totalement, de manière absolue. Parce qu'ils ont dit que la feuille de route a été différée, c'est-à-dire elle a été remise sine die. Bon, rien ne nous garantit que plus tard, on ne va pas nous sortir cette feuille de route, surtout qu'elle est attentatoire aux intérêts de la population de Mayotte. La question la plus sensible à Mayotte a rapport avec les relations avec les Comores. On ne peut pas aborder ces questions en ignorant Mayotte ou en excipant la diplomatie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est se moquer de la population, c'est mépriser la population et c'est surtout de ne pas tenir compte de particularités de cette île. Et je pense qu'il faudrait vraiment que nos élus soient attentifs à cela et imposent à ce que cette exigence devienne normative, qu'à chaque fois qu'il y a des questions en rapport avec les relations avec les Comores, l'immigration clandestine, les autorités locales soient consultées, mais également à chaque fois qu'il y a des questions en rapport avec l'évolution institutionnelle de Mayotte, que les autorités soient consultées. On en a assez que Paris décide à la place de Mahorais, Paris nous impose des choses. Nous sommes le seul territoire à subir les bizarreries que Paris veut nous imposer. Ça devient vraiment agaçant, ça devient insupportable. Il faut un regard beaucoup plus bienveillant, un autre regard, une autre approche, une autre méthode. Mais l'État est hors la loi sur ce coup-là, dans la mesure où il y a une loi de 2013, si je ne m'abuse, pour l'outre-mer, qui impose justement que l'État consulte les autorités décentralisées pour toute négociation diplomatique. Alors, l'État n'est pas totalement dans l'illégalité parce que c'est vrai que cela relève de la compétence régalienne de l'État, les relations internationales. C'est d'ailleurs l'élément qui permet de dire qu'un territoire relève de la souveraineté de notre État, c'est justement les affaires internationales. Mais on peut faire comme la Nouvelle-Calédonie, qui a imposé à ce que toutes les questions en rapport avec la Nouvelle-Calédonie et qui doivent faire l'objet d'un traité ou d'un accord international dans la zone, que la Nouvelle-Calédonie soit associée. On peut demander cela. Il faut l'exiger. Il faut que ça soit mentionné clairement dans une loi, dans une disposition législative, de manière à ce que l'État ne puisse en faire litière. Là, ça a été en l'occurrence écrit aujourd'hui seulement dans le cadre du HCP, le Haut Conseil paritaire. Il a été acté hier, pendant la réunion, que les Mahorais, les élus mahorais, seraient inclus dans les négociations et les discussions. Mais c'est vraiment la base. Je me demande même pourquoi ils ne l'ont pas envisagé. C'est vraiment curieux quand même qu'il faille que la population se mobilise pour des choses aussi élémentaires. C'est vraiment une démarche élémentaire. La base, c'est d'intégrer les élus, les autorités, et après en discuter, en débattre, avant d'engager l'avenir de toute une nation. Personne n'accepterait qu'on puisse engager l'avenir de la France sans consulter les Français. Ça n'a pas de sens. C'est encore une fois une démarche qui est vraiment maladroite,
pour ne pas dire dédaigneuse. Il faudrait vraiment que l'État renonce ce comportement qui n'est pas du tout productif au niveau local. Et j'en profite juste pour lancer un appel. Ici, on a eu l'exemple type que l'union peut faire la force, et il faudrait vraiment qu'on soit unis sur des questions qui nous préoccupent énormément, qu'on s'y intéresse de manière beaucoup plus approfondie. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire plier Paris, faire infléchir la position des Parisiens, ces autorités qui croient pouvoir décider à la place de Mahorais. On en a assez. Alors moi je suis pas d'accord avec vous, parce que être unis, oui, en effet, vous avez totalement raison, mais il faut aussi être informé. Et c'est pour ça, j'invite les élus, c'est un message que je lance, c'est un appel que je lance, il va y avoir les assises pour l'outre-mer, où Mayotte va participer bien évidemment. J'invite, monsieur les élus, à inviter Thomas Saïdier. Soyez informés des bonnes directions à prendre, demandez des bons conseils, demandez aux spécialistes tout simplement quand vous ne savez pas. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole.